Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Depuis la prise de pouvoir d'Al-Joulani à Damas, la scène internationale attend les premières mesures après ses discours pacificateurs, mais d'ores et déjà, le sort de la Syrie a changé et celui de la région pourrait et très largement également en être modifié. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Patrick Henny. Bonjour. Bonjour, Patrick Henny, vous êtes chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence. La liaison n'est pas excellente parce que vous êtes, je crois, en Irak. c'est ça. Voilà, et donc il y a des différents bruits derrière vous, mais nous tenions à vous avoir pour avoir votre éclairage, parce que vous connaissez évidemment fort bien la région, la Syrie. Vous avez rencontré Al-Joulani, vous allez nous en parler dans quelques instants. Sylvie Kaufmann, vous êtes avec moi dans ce studio, vous êtes éditorialiste au Monde, on vous doit Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, c'est aux éditions Stock. Sylvie Kaufmann, comment qualifier ce qui s'est déroulé en Syrie? S'agit-il d'une rupture, d'une révolution, d'un enjeu local, d'un enjeu régional, de quelque chose de plus important? Alors, si le mot de séisme n'était pas si galvaudé, je l'utiliserais volontiers. Non, c'est un événement majeur dans la région, évidemment dans la vie des Syriens. Ça, je pense qu'on va en parler. C'est quelque chose qui ont tellement souffert et dont on découvre chaque jour à quel point ce régime a été monstrueux, en fait. Mais aussi pour la région, c'est un événement majeur. Ça remet en cause toutes les relations dans la région. Il y a évidemment les gagnants, les perdants, on pourra en parler bien sûr. Et puis je pense qu'il y a aussi une onde de choc qui affecte les équilibres géopolitiques au-delà même du Proche-Orient. La Russie, l'Europe, les États-Unis sont bien entendu concernés. Donc c'est vraiment un événement. Et puis la rapidité de l'effondrement de ce régime qui a surpris tout le monde, mais vraiment tout le monde, montre aussi à quel point il y a une accélération de l'histoire d'une certaine manière qui amène les acteurs principaux à se repositionner très très vite et pas forcément de manière définitive d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Henny? Alors, sur le plan géostratégique, c'est évident qu'on est sur un moment pivot. L'axe de la résistance dans lequel la Syrie était, bon an mal an, partie prenante, a massivement souffert en termes de cohésion interne, en termes de force et en termes de capacité de contrôle dans la région. Il faut nous rappeler, La Patrick Syrie, Henny, pardon, je vous coupe comme vous êtes en duplex, il faut nous rappeler ce qu'est l'axe de la résistance. donc, l'axe de la résistance, si vous voulez, c'est ce groupe de pays et d'acteurs non étatiques qui tournent autour de l'Iran, qui s'est posé depuis plusieurs décennies comme étant fondamentalement fondé sur la volonté de confrontation avec Israël. Et dans cet axe de la résistance, la Syrie jouait un rôle central. C'était un des États qui était un des piliers. C'était par là où passait une partie du soutien militaire au Hezbollah. Et maintenant, l'axe de la résistance 1 a été massivement affaibli par les différentes guerres israéliennes qui ont lieu à Gaza, au sud Liban, également, on l'oublie un peu, dans le sud de la Syrie. Et maintenant, on a la fin du régime de Bachar, partie prenante de cet axe de la résistance, et un nouvel arrivant, Abu Mohamed al-Joulani, qui va dicter de manière assez cruciale le devenir de la Syrie, non seulement en termes de politique religieuse ou non, le rapport aux minorités, on a beaucoup discuté de ça sur les médias, mais également, il va devoir définir une ligne stratégique, géostratégique, dans un contexte actuellement de vide ou d'incertitude sur quel réalignement vont marquer la Syrie de demain. Alors les gagnants, les perdants, justement, Sylvie Kaufmann, on a beaucoup dit que parmi les gagnants, sinon le gagnant extérieur à la Syrie, bien sûr, c'était la Turquie. Oui, absolument. C'est en tout cas ce qui ressort en ce moment. La Turquie a investi dans le conflit syrien énormément d'énergie, de force et d'efforts en fait, depuis le début de la guerre civile, hein, en soutenant les forces rebelles. Euh, et donc, elle ramasse maintenant les fruits de cet investissement. Elle est en première ligne maintenant pour appuyer donc cette
cette rébellion, cette avancée des rebelles de HTS ou HTC, je ne sais pas comment vous dites ici, enfin bref, les forces. Je vais vous dire la vérité, je ne le sais même plus. Je Suivant crois qu'on dit utilise HTS, l'acronyme ça dépend, anglais voilà. ou français. En tout cas, donc les forces de ce leader Al-Joulani, dont parlait Patrick Henny, ont été appuyées, équipées largement par la Turquie. Et donc, la Turquie, maintenant, va profiter de cet investissement. Et on l'a vu déjà quelques jours après la chute de Damas, Ibrahim Kalin, qui est le chef du renseignement des services de renseignement turcs et qui est un homme très important dans l'entourage d'Erdogan, qui était un très proche d'Erdogan, est venu à Damas et c'était la première personnalité, le premier responsable étranger à venir à Damas sous ce nouveau régime. Donc on voit bien que là, la Turquie a pris ses gages. On a vu aussi dans un autre registre que les actions des cimentiers turcs, parce qu'on sait que les entreprises turques sont très fortes, notamment dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. Donc il y a aussi toute la question de la reconstruction de ce pays dévasté qui va se poser. Et donc la Turquie va sans doute y jouer un rôle important. Donc on a maintenant, en effet, la Turquie qui se positionne en Syrie comme l'un des acteurs majeurs et volontiers protecteurs du nouveau régime. Après, on va voir comment les relations entre ce nouveau régime et la Turquie se jouent, parce que probablement, on peut imaginer que ce nouveau leadership va essayer d'équilibrer aussi et de contrecarrer, de ne pas être dépendant que d'un seul acteur. On peut l'imaginer en tout cas. Alors ce nouveau régime, Patrick Henny, il est incarné par un homme, Al-Joulani, que vous avez rencontré. Comment l'avez-vous rencontré? Dans quelles circonstances? Comment fait-on? Est-ce qu'il a un numéro de téléphone, ce monsieur? Alors, écoutez, je vais peut-être coupler, sans entrer trop dans les détails sur la rencontre, mais je vais peut-être coupler le premier rendez-vous qu'on avait avec lui. C'était il y a 5 ans. Et ce n'était pas inintéressant, parce que Joulani, c'est non seulement une personne qui a une visée sur la Syrie, mais également il a une perspective vague encore, je pense, mais intéressante à relever sur comment lui est-ce que voit aujourd'hui le positionnement géostratégique de la Syrie. Quand on l'a rencontré la première fois, c'était en 2019, la première chose qui lui importait, c'était de rappeler que finalement, entre son organisation et l'Occident, qui le liste comme organisation terroriste, il y a beaucoup de points en commun. Qu'est-ce qu'il faisait? Pardonnez-moi, qu'il qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, en 2019? En 2019, il avait terminé une trajectoire d'imposition de son hégémonie sur une petite poche résistante dans le nord-ouest de la Syrie, le gouvernorat de Idlib. Et il commençait à mettre en place des institutions de gouvernement local, tout en se sentant un peu mal à l'aise dans cette idée d'être un gouverneur d'une petite poche pauvre dans le nord-ouest de la Syrie. Et lui voyait plus grand. Et je vais juste venir 2 minutes, si vous voulez bien, sur quelle était sa vision, justement sa vision stratégique à ce moment-là. Lui disait, regardez, on est dans une situation où notre organisation, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, HTC, a finalement préservé, c'est lui qui exprime sa vue, a finalement préservé un espace pour l'opposition et de ce fait-là maintenait une certaine crédibilité aux négociations menées par la communauté internationale autour de la Syrie. Il disait ensuite, grâce à la gouvernance et aux structures administratives qu'il avait mis en place, il rappelle qu'il a réussi à juguler plus ou moins l'émigration des Syriens dans cette zone vers l'Europe. Il rappelait troisièmement qu'il a été un acteur pilier dans la guerre contre Al-Qaïda depuis plusieurs années et l'État islamique. Et il rappelait finalement qu'il y a des ennemis communs entre lui et l'Occident, avant tout l'Iran, mais il mentionnait également la Russie. Et je pense que c'est important parce que de manière assez consistante, finalement, depuis à peu près 5 ans ou un peu plus, Joulani était dans cette perspective de chercher un alignement, ou au moins les ententes, peut-être un alignement c'est un peu trop fort, au moins les ententes avec ceux qu'il voyait comme des alliés objectifs, c'est-à-dire la communauté internationale, pensez à l'ONU, il voulait des listings depuis très longtemps, mais également l'Occident dans un sens un peu plus large. Donc cette perspective-là n'a pas vraiment changé.
il était très clairement dans une idée. Il faut couper les ponts avec l'axe de la résistance. Pour lui, l'Iran, c'est un ennemi, ça c'est très clair. Il s'en est jamais caché. Et ensuite, se réouvrir sur la communauté internationale, l'Occident, évidemment, la Turquie et le Qatar, mais pas seulement. Et je pense que maintenant, l'Occident l'a bien compris, finalement. Au dernier meeting de Aqaba, la conclusion était: on va de manière très prudente tester les nouvelles autorités à Damas. On est prêt à leur donner une chance, à eux ensuite de montrer une capacité de répondre aux différentes demandes et attentes de la communauté internationale, notamment en termes de gestion des populations, gestion des minorités, et de dépasser l'approche islamiste qui était la leur depuis les dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Kaufmann? Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que depuis, si vous voulez, depuis 2018 à peu près, les accords d'Astana, la Syrie avait été en fait un peu partagée entre trois puissances qui s'étaient mises d'accord, hein, la Russie, la Turquie et l'Iran. Et là maintenant, et qui régnait un peu sur ce qui restait de la Syrie fragmentée. Et là maintenant, on a en effet deux de ces trois acteurs, la Russie et l'Iran, qui sont en position de faiblesse, qui ont été à la fois, on peut en reparler, mais enfin dans toutes les conséquences du 7 octobre, des événements du 7 octobre et tout ce cette chaîne d'événements qui s'est produite ensuite, on se retrouve maintenant dans une situation où ces deux grands acteurs, la Russie et l'Iran, qui étaient les principaux soutiens du régime d'Assad, de Bachar al-Assad, sont affaiblis. Donc la Turquie, comme on l'a dit, est en position de force, mais l'Occident, en effet, les Occidentaux ont aussi intérêt à ce que les choses se passent relativement bien et surtout de manière non hostile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de résurgence de l'État islamique et que les choses se pacifient dans la région. Donc ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est des pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, enfin l'Italie avait déjà pris les devants, mais la Grande-Bretagne, l'Union européenne, qui envoient des diplomates, des représentants pour prendre contact avec ce nouveau pouvoir, pas avec Al-Joulani directement, mais avec ce représentant, par prudence, n'est-ce pas? On n'y va pas tout de suite directement au plus haut niveau parce qu'on attend de voir comment évolue ce régime, mais en tout cas, ils rouvrent leurs ambassades, au moins symboliquement, pour prendre contact et voir comment les choses se passent et essayer peut-être d'influencer dans le bon sens. Oui, c'était d'ailleurs le sens des propos de James Jeffrey dans votre journal, Sylvie Absolument. Kaufmann, Le Monde. C'est l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie. Il disait évidemment les États-Unis doivent parler avec Al-Joulani. Et justement, à ce sujet, Patrick Henny, est-ce qu'on a affaire à un frère musulman? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cet homme est un pragmatique? Est-ce que c'est quelqu'un qui avance le visage dissimulé? Bref. Ce sont toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui posées. C'est difficile de répondre si vous me donnez 2 minutes là-dessus. Alors je vous donne 2 minutes, mais pas une seconde de plus. Très bien. Deux, trois clés. Joulani, on ne peut pas le catégoriser dans les catégories habituelles, frères musulmans, salafistes, El-Qaïda. Ce qu'on peut dire, il a fait une vraie rupture avec Al-Qaïda en 2016. 2, au cours des années de contrôle de sa poche, de son territoire où il était depuis 2017, il a massivement composé avec les demandes de la population et il a su également s'adapter aux contraintes de son alliance avec la Turquie. Il s'est rapproché d'une espèce d'islam populaire, un peu soufi, centriste, on va dire ça comme ça, aux normes de Edleb. Il a récupéré leur chair, ça a s'appuyé sur cette espèce de majorité silencieuse, sunnite, conservatrice, etc. lui a permis progressivement, au cours des années, d'élaguer son viatique radical sur lequel il s'était appuyé au début. Chaque fois qu'il prenait des petites décisions, des coups tactiques d'adaptation, parfois
son alliance avec la Turquie, le fait qu'il a dû respecter la trêve de 2020 entre la Turquie et la Russie. Il a dû protéger les patrouilles turco-russes qui venaient sur son territoire dans le cadre des accords d'Astana. Il a dû s'ouvrir aux minorités pour se montrer en personnage d'envergure nationale. À chaque petit geste qu'il faisait, il avait des résistances en interne et il a dû réprimer. Toutes ces trajectoires-là, c'est une trajectoire, qui s'inscrit dans la durée, mais qui, pour l'instant, n'a pas vraiment de discours très construit sur qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors on peut dire ce ne sont plus des salafistes, au sens ce ne sont plus des gens qui essayent d'imposer par la force des normes islamiques dures, ce ne sont pas des frères musulmans, l'encadrement de la société, ce n'est pas leur truc, c'est un petit groupe armé qui n'a pas... C'est pas une grosse organisation de masse comme les frères musulmans, c'est un mouvement qui s'est recentré, je termine là-dessus, c'est un mouvement qui s'est recentré sur une espèce de mainstream, de milieu conservateur, sunnite, révolutionnaire, tel qu'il existe à Idlib. La grande question maintenant, c'est que cette transformation, qu'il n'y a pas de discours pour définir leur identité aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils vont définir leur identité dans un contexte où maintenant le centre, c'est plus Idlib, c'est plus le sunnisme conservateur révolutionnaire, mais c'est Damas, avec ses élites urbaines, avec ses minorités, etc. Et là, on continue on n'a pas de réponse. en parler. Patrick Et ça va Henny. se faire largement en contact avec la communauté internationale, d'une part, j'imagine. Patrick Henny, je suis désolé, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, parce que là, je vais vraiment me faire disputer. Il est 8h passé d'1 minute sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21 sur France Culture, on évoque la Syrie. Nous sommes en compagnie de Patrick Henny, chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence. Vous êtes en duplex depuis l'Irak où vous êtes Patrick Henny. Sylvie Kaufmann, vous êtes éditorialiste au Monde. On vous doit Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie aux éditions Stock. Alors justement, puisque vous avez publié un ouvrage intitulé Les Aveuglés, j'ai l'impression qu'en matière de classe politique française, les aveuglés auraient pu également convenir pour évoquer les relations que nos politiques, certains de nos politiques, ont eues avec les Assad. Je dis les Assad parce qu'il y a le père et le fils Bachar, mais j'ai fait un calcul terrible. Et si l'on prend les dictateurs qui ont été les plus meurtriers au XXe et au XXIe siècle, eh bien, les Assad rentrent parmi les 10 premiers et pourtant cela se sait très peu, Sylvie Kaufmann. Cela se sait, on ne pouvait pas l'ignorer, honnêtement. Mais on avait décidé de fermer les yeux, comme souvent avec... Enfin, certains avaient décidé de fermer les yeux, comme souvent avec les dictatures. On adopte une position commode, mais je pense que oui, dans le cas en particulier de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, il y a eu une complaisance tout à fait visible et coupable, je dirais, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Henny ? Écoutez, je pense qu'il y a un pari que l'Occident a vraiment manqué, ou en tout cas qu'il a mal joué. C'était de dire que le régime de Bachar al-Assad, lorsqu'il commençait à vaciller en 2013-2014, finalement, mieux vaut un régime hyper autoritaire que le chaos. L'Occident se remettait difficilement du changement de régime en Libye, qui marchait pas très bien. Et finalement, on a fait le pari, tout le monde a fait le pari, de se dire finalement, voilà, mieux vaut garder the bastard that we know, comme disaient les Israéliens. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'au cours des années, ce régime qui était censé préserver l'État, avec toute sa dureté, etc., et donc un minimum d'ordre, finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il a détruit l'État de manière systématique, il a évidé le secteur public, détruit l'armée également. Et finalement, le vide a été créé par le régime lui-même. D'où le fait que la révolution qui a eu lieu, qu'on appelle une révolution, la dynamique armée, en fait, le mouvement du 8 décembre a enfoncé des portes ouvertes, précisément parce que cet ordre que Bachar al-Assad était censé préserver a été détruit de l'intérieur par lui-même au cours des 10 dernières années.
Mais justement, Sylvie Kaufmann, lorsque vous dites qu'on ne pouvait pas l'ignorer, alors on ne pouvait évidemment pas ignorer les morts qu'avait fait Bachar el-Assad ni Hafez el-Assad, mais même si on ne pouvait pas l'ignorer, eh bien on a fait comme si celui-ci pouvait encore, pas tout le monde hein, bien sûr, mais comme si celui-ci pouvait être utile pour nous protéger de dangers pire encore. Et dès lors, ces interrogations, elles ressurgissent aujourd'hui au moment où la Syrie change de régime. Oui, c'est-à-dire qu'à partir des années 2013, 2014, surtout 2015, l'Europe était confrontée à ces vagues d'attentats terroristes et du terrorisme islamiste. Et donc, il y a effectivement euh, cette position qu'on peut gentiment qualifier de pragmatique. Il y a aussi, Patrick Henny vient de le rappeler, l'échec libyen finalement, cette aventure libyenne qui a eu un succès plus que mitigé et donc qui a refroidi les ardeurs européennes dans la région. Et puis il y avait les vagues de réfugiés. Ça, c'était aussi un facteur important. En 2015, l'Allemagne qui accueille près d'1 million de réfugiés syriens, ce flux migratoire qui est arrivé en Europe, qui a fait éruption en Europe à partir de ces années-là. Et donc tout ça a incité les dirigeants européens à beaucoup de prudence et de pragmatisme ou de réalisme, dirons-nous. Mais c'est vrai que, alors cela dit, il n'y avait plus de relations avec le régime syrien. Hein. Toutes les ambassades étaient fermées. De ce point de vue-là, c'était clair. Patrick Henny, alors parmi les inquiétudes aujourd'hui de l'Occident et notamment de la France, il y a la présence de djihadistes français dans les rangs d'HTS. Qu'en pensez-vous ? Non, il y a un grand problème de djihadistes internationaux. Les Français étaient à l'intérieur de Idlib, ils n'étaient pas à l'intérieur de HTS. Ils étaient un peu mis sous cloche, si vous voulez, par HTS. Et ce qu'on a vu apparaître ces derniers jours, c'est la résurgence de tous ces groupes-là, qui allaient parader sur la côte, certains à Damas, etc. Et là encore, une fois, on va devoir réfléchir sur ce pari un peu impossible de dire dans quelle mesure est-ce que les nouvelles autorités à Damas, c'est-à-dire une expression de HTS, peuvent ou non être des partenaires pour réguler, mettre sous pression tout le viatique djihadiste radical qui existe encore en Syrie. Alors ça vaut pour l'État islamique, ça vaut pour Al-Qaïda et ça vaut pour toute une série de groupes dispersés qui étaient encore là sur place, dont les groupes de Français, mais il y en a bien d'autres aussi. Et là, quelque part, on est sur ce choix stratégique d'une absence d'alternative, hein, comme du temps de Bachar, avec des autorités qui, semble-t-il, les signaux qu'ils avaient donnés en termes de contre-terrorisme étaient prêts à jouer le jeu. Est-ce qu'il peut y avoir une coopération qui va se faire avec eux ? À voir. Astrid de Villene. Pendant toutes ces années, on a vu des députés, certains, surtout d'extrême droite, par exemple Thierry Mariani, se rendre rencontrer Bachar el-Assad à plusieurs reprises. Comment vous regardiez ces façons de faire ? Parfois, on parlait de diplomatie parallèle. Ça existe aussi avec la Russie, la Crimée, Sylvie Kaufmann. Oui, c'est exactement. Vous avez cité un nom, celui de Thierry Mariani. On le retrouvait aussi en Russie. Donc, ce sont les mêmes acteurs qui ont misé sur le régime de Poutine et sur le régime de Bachar el-Assad. Andréa Cotarac, quand il était à la France insoumise. Pardon ? Andréa Cotarac. Oui, absolument. Donc, on voit les mêmes acteurs suivre les mêmes chemins, et c'était des chemins évidemment erronés. Jeffrey, dans Le Monde, celui qui a été l'ancien envoyé spécial de Donald Trump, on ne sait pas s'il resservira, Premier mandat, mais en oui. tout cas, c'est lui qui a été donc envoyé par Trump en Syrie pour négocier pour les États-Unis, dit dans votre journal, autrement dit dans le journal Le Monde, Sylvie Kaufmann, que aujourd'hui Israël, au travers de ses frappes en Syrie, est sur le point d'aller trop loin. À quoi servent selon vous ces frappes ? Et dans quelle mesure ne sont-elles pas aujourd'hui ou bien contre-productives ou bien destinées à coloniser une partie du Golan ?
Oui, il y a une sorte de course de vitesse dans laquelle s'est lancé Israël dès le début de la chute du régime de Damas. Il faut se rappeler que le 9 octobre 2023, donc 2 jours après les massacres du 7 octobre, Benyamin Netanyahou a dit: «Nous allons changer le Moyen-Orient». Et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il a fait depuis, et c'est ce que dit d'ailleurs James oui. Jeffrey. Je vous Oui, coupe, oui, mais je vous en prie. j'ai trouvé que cette interview Elle dans est votre très journal intéressante, était absolument. une Oui, interview oui. extrêmement intéressante Oui. parce qu'il dit en substance, il faut quand même reconnaître que nous, les Américains et les Israéliens, on a créé une ambiance Alors oui. propice au changement de régime dans la région. Oui. Alors ça, c'est assez intéressant comment les Américains, à la fois l'administration Biden et la future administration Trump, revendiquent finalement leur rôle, un rôle positif dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, nous avons soutenu Israël dans son combat contre le Hezbollah, contre l'Iran. Et donc, on voit aujourd'hui que le Hezbollah est décimé, en tout cas, est très, très, très affaibli. Que l'Iran, par contre-coup, son parrain, est également très affaibli. Donc, c'est une bonne chose dans la région. Le Hamas est écrasé. Alors, au passage, on évite de dire à quel prix pour les populations civiles palestiniennes. Et puis, maintenant, les capacités conventionnelles militaires de la Syrie sont pratiquement anéanties par ces opérations militaires de très grande ampleur menées par Israël depuis le 8 décembre, en fait, depuis le début De de la 85 frappes. Alors, mais plus que ça, il y en a pratiquement 400, même peut-être plus de 400. Il y a eu un nombre incroyable de frappes aériennes contre le dispositif militaire syrien, ou du moins ce qui restait des capacités militaires de l'armée syrienne. Et puis, il y a surtout cette occupation maintenant par l'armée israélienne. Au-delà du Golan, le plateau du Golan était déjà occupé depuis 1974, mais là, ces derniers jours, l'armée israélienne s'est avancée dans la zone tampon entre Syrie et Israël, qui est normalement sous le contrôle de l'ONU et que maintenant l'armée israélienne occupe. Donc là, on a une situation de fait qui est probablement un gros problème pour le futur régime syrien. Alors justement, Patrick Henny, est-ce qu'on peut imaginer, on ne sait jamais, hein, tout peut arriver en histoire, est-ce qu'on peut imaginer qu'Al-Joulani et le gouvernement israélien s'entendent, trouvent une résolution, sachant que la frontière entre la Syrie et Israël aujourd'hui est une zone militarisée et bien entendu, il n'y a absolument aucun contact officiel, aucun transfert, aucune possibilité de passer d'un pays à l'autre. Je pense que c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Par contre, ce qu'on peut dire, je pense, de manière relativement confiante, c'est que les nouvelles autorités à Damas ne vont pas jouer la carte anti-israélienne comme ont pu le faire les régimes, le régime précédent du temps de Bachar ou de son père Hafez. Précisément pour les raisons qu'on avait évoquées au début de cette émission, c'est-à-dire que HTS est un mouvement qui cherche plutôt un alignement contre l'Iran, contre la Russie. Il sait qu'ils auront besoin massivement de l'Occident, mais aussi des autres pays arabes. On avait rappelé, Sylvie avait rappelé l'importance de la relation avec la Turquie, qui est réelle évidemment. La Turquie ne va pas à elle seule reconstruire la Syrie. Il aura besoin d'un effort international, il aura besoin d'un effort arabe. Ni la Turquie ni le Qatar n'en ont les moyens. Joulani aura un besoin de survie existentielle, de connexion forte avec l'Occident. Moi, je le vois plutôt par rapport à la question israélienne, dans une espèce d'attentisme, certainement pas de bellicisme. Il a un pays à contrôler et ensuite à reconstruire. Et je pense que ça s'arrêtera là pour l'instant. Il a déjà dit qu'il ne serait pas belliqueux vis-à-vis d'Israël, mais Patrick Henny, je comprends ce que ma question peut avoir, disons, d'utopique, mais
s'il est pragmatique, Israël et lui aujourd'hui ont les mêmes ennemis. Alors, plus ou moins, mais c'est pas. Enfin, les ennemis communs ne forment pas forcément une alliance, on va dire ça comme ça. Moi, je pense qu'il faut. D'où le sens de avoir- ma question, mais s'il s'agit... Je pense qu'il faut avoir juste sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment important d'avoir le sens de quelles sont les priorités aujourd'hui des nouvelles autorités en place. On a un pays qui est complètement éclaté, fragmenté. On a menacé, évoqué la menace djihadiste, les radicaux qui existent encore, mais il y a énormément d'autres menaces. La première, un des problèmes, premier problème qui existe, c'est l'affirmation de l'autorité de Jolani et de son équipe au-delà de Damas. Maintenant, à Damas, ça tient plus ou moins, vraiment plus ou moins, pas beaucoup encore, mais quid des périphéries, quid de l'Est, quid de Deir ez-Zor, qui a été un haut lieu de mobilisation de l'État islamique cette fois-ci. Ils n'ont aucune ou une très très faible capacité numérique de projection d'autorité au-delà de la capitale. Et la priorité, ça va être ça. Ça va être restaurer un minimum d'ordre, imposer une autorité, contrôler la pléthore de groupes armés qui existent, soit à sa droite, les radicaux, mais aussi à sa gauche. La reformation des micro-milices, de l'armée syrienne libre, etc., qui retournent chez eux, qui rentrent à la maison avec des groupes en armes, qui veulent se constituer comme interlocuteurs locaux, qui, pour certains dans l'Est, veulent leur part des puits de pétrole, etc. Et son grand chantier, ça va être restauration de l'ordre sur ces groupes-là, de réfléchir quel type de relation avec la communauté internationale, c'est-à-dire principalement avec l'Occident, et après, on verra comment il définira des relations avec son voisinage, non seulement Israël, mais aussi le Liban. Bien sûr. Qui Et est là, aussi on n'en est pas encore un là, autre quoi. problème. Mais alors, si on continue dans la région, Sylvie Kaufmann, toujours en commentant l'interview de James Jeffrey, donc l'ancien envoyé spécial de Donald Trump pour la Syrie, Jeffrey a cette formule qui est à la fois terriblement cynique mais extrêmement parlante. On lui demande ce qui va se passer vis-à-vis de l'Iran, si c'est Benjamin Netanyahou qui peut faire la guerre ou pas pour diminuer les capacités offensives de l'Iran. Et Jeffrey a cette phrase, il dit, alors voilà ce qui va se passer, Netanyahou va appeler Donald Trump lorsqu'il arrivera à la Maison-Blanche et il lui dira ou bien c'est vous qui vous occupez de l'Iran, ou bien c'est nous, et si on le fait, ça va être moche. Oui, c'est une jolie formulation. Juste avant de vous répondre sur ce point, j'ajouterai, parce que c'est important, à la série de défis que vient d'énumérer Patrick Henny, la question kurde. Et ça, c'est un autre problème auquel va être confronté le nouveau régime, c'est qu'il y a ces Kurdes, ces populations kurdes et ces factions kurdes au nord du pays et contre lesquelles la Turquie mène une offensive. Et donc, on a potentiellement une épuration ethnique là, qui sera en jeu dans cette région de la Syrie. Oui. Alors sur l'Iran et Israël, il faut noter ce qu'a dit Donald Trump après la chute du régime. Il a fait un de ces messages dont il est le spécialiste sur les réseaux sociaux en capitale, et il a dit « Ceci n'est pas notre combat. Laissons faire, ne nous impliquons pas ». Donc, je pense que, et c'est très intéressant de voir d'ailleurs comment, à l'heure actuelle, il est à un mois de son investiture, Donald Trump, il est présent partout d'une certaine manière, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit sur le théâtre ukrainien. La perspective de son arrivée est en train d'accélérer, de précipiter les choses, et en même temps, il ne dévoile rien de ses cartes. Mais je pense que sur l'Iran, il va essayer de profiter, enfin on peut imaginer, puisqu'il ne veut pas s'impliquer. Son idée à lui, c'est que toutes les guerres soient terminées quand il arrive au pouvoir. Et ça, c'est un enjeu, c'est un défi assez immense, mais on voit que les choses s'accélèrent rien que sous cette pression-là. Et donc, je ne le vois pas lancer une offensive contre l'Iran ou pousser Israël à le faire dès le début de son deuxième mandat. Ça paraît contraire à son comportement actuel et aux ambitions qu'il expose.
Astrid de Villene. Est-ce que la France et l'Union européenne sont aussi dans une forme d'attentisme en attendant Donald Trump vis-à-vis de ce Moyen-Orient qui se remodèle, ou la diplomatie européenne et française se font entendre? Alors, on voit que la diplomatie française et européenne, comme on l'a dit tout à l'heure, commence à prendre contact avec les nouveaux acteurs syriens. C'est vrai que sur le terrain de la reconstruction, il y aura aussi beaucoup de choses à faire. Il y a aussi un autre domaine dans lequel l'Europe, je pense, va être active, c'est celui de la justice et de la lutte contre l'impunité, puisqu'on découvre, on voit maintenant, on constate, et d'une certaine manière, on découvre l'ampleur des crimes commis par ce régime. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un domaine de compétence, si je puis dire, ou d'expertise des Européens qui exercent aussi en Ukraine d'ailleurs, d'aider les nouveaux régimes dans ce genre de situation à collecter les preuves, documenter les crimes, etc., pour que la justice puisse être rendue après. Bien sûr, la reconstruction. Sur la question des relations elles-mêmes, je pense que les Européens sont très prudents et ils ont raison. Ils attendent de voir exactement comment se comporte ce régime. Est-ce que les droits des minorités, est-ce que les droits des femmes sont respectés? Il y a cette revendication, si je peux employer ce terme, parce que je ne sais pas en quelle position nous sommes de revendiquer quoi que ce soit, mais en tout cas le souhait émis d'avoir que ce gouvernement soit inclusif, c'est-à-dire représentatif dans la mesure du possible, dans la plus grande mesure du possible des différentes composantes religieuses et ethniques syriennes. Voilà ce que peuvent faire les Européens pour l'instant. Patrick Henny, qu'est-ce que l'on pourrait faire en France pour conclure vis-à-vis donc de ce nouveau pouvoir qui se met en place en Syrie? Je pense que la ligne suivie par la France, comme par les autres États qui ont décidé de prendre langue avec Damas, est très juste. Elle consiste à dire 3-4 points essentiels. D'abord, on ne va pas ostraciser, on est prêt à vous tester, on rappelle de la méfiance et on rappelle la disponibilité à aider et à approfondir sur une base conditionnelle qui sera liée au comportement du nouveau régime, des nouvelles autorités, sur les questions essentielles liées à la problématique de la citoyenneté. Et je pense que c'est un point hyper important. Il faut engager le régime quand il n'a pas encore défini sa ligne, justement parce que ce ne sont pas ni des djihadistes, ni des salafistes, ni des frères musulmans. Ils n'ont pas une doctrine extrêmement élaborée et il faut les influencer vite, au départ, en montrant que voilà, l'ouverture sur l'international a un prix, a des conditions, et le faire vite avant que ne se sédimente, si vous voulez, une posture qui ne serait pas forcément celle que souhaiterait l'Occident et une grande partie de la population syrienne avec eux. Oui, et les Européens ont un autre levier qui est celui des sanctions, puisqu'il y a énormément de sanctions qui ont été prises contre le régime syrien, et ils peuvent décider de les lever progressivement et même de conditionner la levée de ces sanctions économiques. Il n'est pas question de lever les sanctions qui étaient prises contre Assad et sa clique, mais sur le plan économique, il y a des choses à faire à condition que le régime progresse. Merci Sylvie Kaufmann. On vous retrouve dans les colonnes du Monde. Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, c'est votre livre aux éditions Stock. Merci beaucoup Patrick Henny. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence. Merci Astrid de Villene. On pourrait peut-être envoyer les œuvres de François Bayrou à Al-Joulani s'il veut, je ne sais pas, rejoindre le Modem, s'il s'agit de l'influencer. Dans quelques instants, ça sera le 8h45 d'Anne-Laure Chouin, le point sur l'actualité. Mes camarades François Saltiel et Lucille Como.